Voici maintenant le deuxième chapitre, qui va concerner les deux types de prokaryotes. Tout d'abord, quelques bases sur la structure des bactéries. Les bactéries sont des micro-organismes unicellulaires dont la cellule ne possède pas de noyau cellulaire ni d'autres organites, comme nous venons de le voir. Leur structure est donc simple. On voit donc un seul chromosome, un cytoplasme avec des inclusions, une membrane cytoplasmique, une paroi et éventuellement une capsule. Enfin, un flagelle, qui est un organite qui n'est pas obligatoire, et des excroissances appelées des pili ou des fimbriers. Vous remarquerez également que, en plus du chromosome, les bactéries ont des fragments d'ADN surnuméraires appelés plasmides. Les taxonomistes, c'est-à-dire les scientifiques qui classent les bactéries entre elles, ont différentes méthodes pour classer les bactéries. Tout d'abord, par leur relation vis-à-vis de l'oxygène. Ainsi, on peut définir des bactéries aérobies. Ce sont des bactéries qui sont capables de croissance uniquement en présence d'oxygène. On peut citer par exemple des bactéries du genre Pseudomonas et les Neisseria. Deuxièmement, des bactéries microaérophiles qui ont besoin d'oxygène mais en très faible quantité. Dans ce cas-là, nous pouvons citer les campylobactères et les bactéries du genre Mycobacterium. Des bactéries qu'on appelle aéro-anaérobies qui peuvent avoir une croissance aussi bien avec et sans oxygène. Dans ce groupe, on va rencontrer beaucoup de bactéries entériques, les entérobactéries, comme Escherichia coli, les salmonelles, mais également les streptocoques et les staphylocoques. Et enfin, des bactéries qui ont une croissance en l'absence d'oxygène. On appelle ces bactéries des bactéries anaérobies strictes. Beaucoup de ces bactéries font partie de la flore intestinale du tube digestif. On peut citer les Bacteroides, les Fusobacterium et les Clostridium. Toutes ces bactéries sont des bactéries pouvant infecter l'homme. On peut également classer les bactéries suivant leur morphologie. Tout d'abord, on observe des bactéries à forme arrondie ou sphérique. Dans ce cas, on parle de coque. Premièrement, si les bactéries sont en amas ou en grappe, il s'agit des staphylocoques. En chaînette, ce sont les streptocoques. Ou en diplocoque, les pneumocoques. Il existe des formes allongées, en forme de bâtonnet. Dans ce cas-là, on parle de bacilles. L'extrémité peut être carrée, effilée, incurvée, etc. Dans ce cas-là, vous voyez sur les images les différentes bactéries considérées. Il faut noter qu'on observe également des formes intermédiaires entre les coques et les bacilles, et on appelle ces formes intermédiaires des cocobacilles. Un bon exemple est constitué par les bactéries Haemophilus influenzae. Enfin, il existe des bactéries avec des formes beaucoup plus fantaisistes, comme des formes spiralées, soit flexibles. C'est le cas des spirochètes, comme Treponema pallidum, l'agent des syphilis, ou des bactéries beaucoup plus rigides qu'on appelle les spiriles. Tous ces exemples de bactéries, bien sûr, sont pris parmi les bactéries pathogènes chez l'homme. Ces différents modes de classification, associés à des classifications moléculaires et biochimiques, ont permis d'identifier les bactéries entre elles. Exemple pour l'espèce Escherichia coli, bactérie très commune. Cette espèce appartient au genre Escherichia, à la famille des Enterobacteriaceae, classe des Scotobacteria, embranchement des Gracillicutes et reine des prokaryotes. Mais revenons un moment sur ce qu'on appelle les prokaryotes. Les prokaryotes, ou encore appelés prokarya, du grec pro avant et karyon noyau, sont des organismes dont la cellule ne possède pas de noyau cellulaire ni d'organite, et ils appartiennent à au moins deux taxons distincts. Premièrement, les archéobactéries, qu'on appelle plus communément les archées, sont un groupe particulier car il ne comprend essentiellement que des espèces anaérobies, comme je vous l'ai dit auparavant, n'ayant pas besoin d'oxygène, voire souvent ne tolérant pas l'oxygène, vivant dans des environnements extrêmes, et on parle d'organismes extrémophiles. Les environnements extrêmes sont à la limite des conditions tolérées par les cellules biologiques, exemple milieu salin, très acide ou très alcalin, milieu à température proche de l'ébullition. Les archéobactéries
ne sont pas que des extrémophiles, ce sont aussi des organismes plus communs qui vivent dans des conditions de vie classiques comme les marais ou les intestins des ruminants. Il ne faut donc pas associer systématiquement archébactéries à des organismes extrêmes, même si on retrouve parmi eux la plupart des extrémophiles. Le deuxième taxon est constitué par les eubactéries. Ce sont des bactéries plus communes qui font partie de notre quotidien, du sol, de la nourriture. Ce sont des bactéries les plus connues. Cependant, certaines eubactéries sont aussi des extrémophiles. Et parmi les eubactéries, on va retrouver beaucoup de bactéries pathogènes pour l'homme. En fait, les archébactéries sont aussi différentes des bactéries que celles-ci le sont des eucaryotes. En effet, les archées utilisent une plus grande variété de sources d'énergie que les eucaryotes, composés organiques comme les sucres, mais aussi elles utilisent l'ammoniac, les ions métalliques et même l'hydrogène gazeux comme nutriment. Dans ce groupe, on va retrouver des bactéries méthanogènes ou des bactéries halophiles qui peuvent pousser dans des milieux très riches en sel ou encore des bactéries thermo-acidophiles. Ce sont dans la plupart des cas des bactéries des environnements extrêmes.